Notre invité politique ce matin, c'est François Baroin. Bonjour. Bonjour. Il y a un appel qui a été lancé hier dans le journal du dimanche par une cinquantaine de maires contre les incivilités du quotidien. Il demande à Emmanuel Macron et Édouard Philippe plus de moyens humains, financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, les maires ont encore les moyens d'assumer la tranquillité publique et est-ce que l'État garantit encore la sécurité ? Ça dépend des villes, ça dépend de la situation budgétaire, ça dépend également des priorités qui ont été données il y a quelques années. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas créer ou monter des polices municipales. Les armées, la plupart du temps, les conseils municipaux aujourd'hui s'alignent sur une demande à peu près générale de la population de protéger les policiers municipaux ou les gardes champêtres avec ces équipements qui coûtent cher. Et de l'autre, constater que lorsqu'une ville fait un effort, l'État réduit son degré d'implication. Là, je pense qu'il y a un problème d'équilibre. Il y a des zones qui sont plus sensibles, il y a des zones qui sont plus tendues. Vous avez des zones où il y a un peu plus de concentration, de violence, de rixes, pas que de problématiques de tranquillité du voisinage. Je le rappelle, l'ordre public, c'est l'État. Ce qui s'est passé samedi, c'est pas de la tranquillité du voisinage. C'est de l'ordre public, c'est de la grande violence. Donc la maire de Paris ne peut pas être en première ligne, c'est à l'État d'être en première ligne là-dessus. On paye des impôts pour ça, d'une certaine manière. Est-ce que l'État a failli samedi ? Je ne dirais pas ça, c'est un sujet très compliqué. Le préfet de police organise, après c'est de la gestion, ensuite il y a du retour d'expérience, il y avait un chantier, du matériel. Je dirais que là c'est aux professionnels de le voir. La sécurité, c'est vraiment des métiers de professionnels. Dans quel état d'esprit sont les maires à l'ouverture de ce 102e congrès ? Dans quel état d'esprit êtes-vous vous-même ? Alors moi, je suis dans un état d'esprit de grande responsabilité à l'égard de cette association qui est une institution magnifique et qui aura l'honneur de recevoir le président de la République, le Premier ministre, bon nombre de ministres, mais aussi des intervenants du monde associatif, du monde syndical, du monde privé. C'est vraiment... C'est un moment magnifique, le Congrès des maires. C'est la République qui se rassemble à Paris. On va avoir 15 000 congressistes. C'est un honneur de pouvoir tous se retrouver ensemble, de partager. Et les maires, comment vont-ils ? Le contexte est particulier puisque c'est le dernier congrès de cette mandature. Donc c'est un mandat, moi je trouve que j'en suis à 4 mandats, c'est probablement en tout cas sur les 4 vécus le plus difficile. Le plus difficile sur le plan des moyens alloués aux missions qui sont les nôtres et qui sont des missions de service public de proximité, qui sont des missions humaines, de cohésion sociale, qui sont des missions d'accompagnement des plus fragiles, qui sont aussi des missions de développement. On est des chefs d'entreprise, on anime des équipes, on a une vision du développement du territoire. On nous a retiré, je l'ai dit en introduction, beaucoup de moyens. C'était une erreur. Nous l'avons dit à l'époque, personne ne nous a entendus. On a dit, il y a 5 ans, que ça allait avoir des conséquences sur le financement des services publics. Tout service public, de l'école jusqu'au club de personnes âgées, en passant par les subventions pour les associations qui tiennent des complexes sportifs, qui permettent à des jeunes des quartiers d'être aussi un peu aspirés vers le haut. On a dit également que ça aurait de l'impact sur l'économie, puisque nous portons 75% de l'investissement public. On ne nous a pas entendus, 25% en moins. Ça veut dire moins d'investissement sur les routes, moins d'investissement sur les parcs de développement économique. Ça veut dire des zones artisanales qui ont eu un peu moins d'accompagnement. Tout cela, d'une certaine manière, s'est concentré dans le mouvement social qu'on a vécu tout au long de cette année. Et ça, je pense que c'est ce message-là qui sera porté, mais aussi avec des gens qui sont passionnés de leur village, passionnés du travail et du service avec les autres, passionnés de l'intérêt général, passionnés de la République. Et on voit bien qu'il y a une remontée. Un maire sur 2 ne se représentera pas, mais un maire sur 2 se représentera. La taxe d'habitation, le gouvernement a quand même rendu du pouvoir d'achat aux Français en la supprimant pour beaucoup de nos concitoyens. Vous contestez cette réforme et en plus on vous a rendu une partie de la taxe sur le foncier bâti. Donc pourquoi contester cette réforme ? Alors, on pourrait débattre entre spécialistes sur est-ce que ça donne du pouvoir d'achat ou pas, parce que je vous rappelle quand même que la taxe d'habitation, avant la décision de Macron de la supprimer, elle était dégrevée pour 20% des gens. C'est-à-dire que vous aviez déjà 20% qui ne la payaient pas et vous aviez 23% qui étaient exonérés partiellement ou totalement. Donc on peut peut-être considérer que ça redonne du pouvoir d'achat à des gens qui en avaient déjà. Et vous dites que à l'AMF, vous dites que ça crée une inégalité, que ça favorise les plus riches finalement, cette réforme ? La meilleure preuve, c'est que la suppression de la taxe d'habitation va coûter plus cher pour les 20% restants que pour les 80% qu'on efface dans une première partie. Donc la structuration, c'est peut-être ça qui a amené Emmanuel Macron et ses équipes à imaginer la supprimer, c'est le caractère injuste. Enfin, si vous regardez tous les impôts, à commencer par celui qu'on nous donne, le foncier, c'est le même mitage. Et c'est la même inéquité. Sauf que le foncier, il est très concentré dans les petites communes. Il est évidemment moins concentré dans les grandes villes, où là, la taxe d'habitation était plus concentrée. Donc le transfert du foncier pour remplacer la taxe d'habitation du côté des communes, c'est le moindre mal. Mais enfin, ça reste un mal. Ça cherche à supprimer les impôts locaux, finalement.
Alors je pense qu'il y a une tendance, pour avoir dirigé Bercy, aussi bien au budget qu'à l'économie et aux finances, il y a une tendance lourde, en effet, de mettre en coupe réglée cette problématique de cette ligne qui s'appelle dotation aux collectivités locales. Et là, il faut mettre un coup d'arrêt. Mais ça, ce sont des décisions politiques. C'est au gouvernement, c'est au président de la République de dire attention, casse-cou. Et il faut mettre un coup d'arrêt définitif. Édouard Philippe doit faire des annonces mercredi concernant l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez de la parole du Premier ministre sur ce sujet? L'hôpital, c'est dans un territoire le premier employeur public. Ce sont donc des hommes, des femmes qui travaillent soit dans les services techniques, soit comme infirmiers, soit au pôle pharmacie, soit comme médecins, soit dans l'encadrement. Et c'est d'abord un bassin de vie extraordinaire qui nécessite psychologiquement d'être accompagné, mais à un point qu'on ne soupçonne pas. Et ce qui n'est pas fait aujourd'hui? Tout le monde essaye de faire de son mieux, et je ne doute pas une seule seconde que le gouvernement essaye de faire de son mieux, mais nous savons qu'il y a une grenade dégoupillée qui s'appelle une structuration d'une dette, 30 milliards de dettes de l'hôpital, c'est absolument considérable. Donc je pense qu'une décision juste pourrait être la reprise en compte par l'État de cette structuration de la dette. Ce qui ne réglera pas tout. Ça ne réglera pas tout, mais ça permettra de remettre à niveau et ça évitera ce cadre un peu bizarre entre une agence régionale de la santé qui gère comme elle le peut l'affaire des dotations, qui de temps en temps appelle un ministère de la Santé pour dire là j'ai peut-être besoin parce que c'est en train de chauffer trop fort sur les urgences. J'ajoute que la taxe à l'activité a été un bien pour certains établissements, un mal pour d'autres, alors que c'était une certaine logique. Enfin, taxe à l'activité, quand vous n'avez pas d'épidémie de grippe, vous avez du coup des établissements qui sont structurellement déficitaires parce qu'il n'y a plus assez d'activité. Il y a aussi quand même quelques péchés contre l'esprit qui ont pu être mis en place ici ou là. Donc voilà, et ensuite on ne pourra pas rattraper le retard pour la formation des médecins, mais enfin on peut certainement imaginer quelque chose. Mais moi je suis sur une ligne un peu différente, je suis sur non pas un Big Bang, mais enfin quelque chose de plus profond et de transférer une partie de la santé au département. Les départements s'occupent du RSA, s'occupent de la solidarité, s'occupent des handicapés. Demandeurs en l'occurrence. Oui. Mais ils sont demandeurs pourquoi? Parce qu'ils ont souvent des moyens qu'ils ne peuvent plus dépenser, puisque la loi a supprimé une partie de la clause de compétence générale. Du coup, ils sont sollicités pour payer ici un nouveau scanner, à un autre endroit financer le développement d'un plateau technique, à un autre endroit encore aider à la rénovation des urgences. Il n'y a pas les véhicules législatifs pour favoriser l'investissement par un département. Ce n'est pas ce que le Premier ministre annoncera mercredi. Le gouvernement n'est pas prêt pour ça, l'État n'est pas prêt. Non, parce que c'est aussi un problème culturel, mais je pense qu'il faudra qu'on le mette dans le débat sur la loi de décentralisation.